Bonjour chers auditeurs pour ce nouveau libre journal du cinéma. Aujourd'hui une émission consacrée à Brigitte Bardot, actrice et combattante de la cause animale. Nous parlerons bien entendu de tout ce qui a trait à Bébé, mais de tout ce qui est lié aussi à sa vie. Et actuellement nous savons qu'elle est en convalescence après avoir été malade. J'espère qu'elle va se remettre le plus vite possible et c'est un cadeau de Noël en quelque sorte que nous lui offrons aujourd'hui en lui rendant hommage parce que nous savons qu'elle est toujours heureuse, contente d'avoir des témoignages et à la fois d'auditeurs et de gens qui peuvent s'exprimer au micro et qui peuvent restituer son combat primordial, son combat de toute une vie qui est le combat de la cause animale, mais nous parlerons d'autres aspects de Brigitte, bien entendu. Alors, d'abord, je présente les invités présents sur le plateau. Philippe-Henri Rambaud, qui va être le futur patron du Libre Journal du Cinéma à partir dans un mois. Vous serez désigné comme étant celui qui va succéder à Pascal Manuel Heu. Et puis Marie-Noëlle Tranchant, critique de cinéma à Radio Notre-Dame, et également Dominique Borde, critique de cinéma à Radio Notre-Dame. Je signale que vous êtes toutes les deux critiques et journalistes cinéma à la Radio Notre-Dame. Et pour votre part, Marie-Noëlle, vous aviez publié en 2010 un ouvrage sur Laurent Terzieff, des conversations avec lui, une analyse de son œuvre. Où il parle, il y a un passage sur Brigitte Bardot. Il y a un passage sur Brigitte Bardot. Peut-être que vous pourrez nous en parler, oui, justement. oui, et puis, Dominique Borde, vous avez écrit votre roman du cinéma français à peu près en même temps, c'est-à-dire en 2010 ou 2011, je crois, aux éditions Séguier. Du Rocher, et non pas Séguier, parce que vous avez publié un autre ouvrage aux éditions 5 femmes, Séguier. Donc, nous avons Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde et Henri-Philippe Rambaud qui sont présents. Nous allons parler de Brigitte Bardot, nous aurons des illustrations musicales, on entendra Brigitte Bardot répondre à des questions de Radio Courtoisie, et puis nous allons essayer de brosser un petit peu la carrière de cinéma qui a parfois été un peu trop sous-estimée ou mésestimée dans les 81 films, je crois, qu'elle a pu tourner, dont elle n'est pas forcément d'ailleurs fière pour la plupart, mais il s'en extrait quand même un certain nombre qui, eux, sont très bons, et on ne va pas hésiter à en parler. Mais tout de suite, je me tourne vers Philippe-Henri Rambaud. Je vous avais reçu le mois prochain pour votre livre « Les 100 films policiers français à voir absolument » aux éditions Mareuil. On avait parlé de nombreux films, pas des 100 évidemment, mais nous avions sélectionné ce qui nous paraissaient les bons films, avec parfois du débat, puisque Philippe Durand lui-même n'était pas forcément d'accord avec vous, pas d'accord avec moi, etc. Le débat circulait, comme on dit aujourd'hui. Est-ce que vous avez été un peu frustré de l'émission dernière, et est-ce qu'il y a un ou deux films que vous auriez souhaité citer dans les grands polars français qui vous semblent devoir être mentionnés ? Alors, je ne sais pas si... il faudrait que je me rappelle cette émission qui était vraiment très bien. Est-ce qu'on a cité tous les Clouzot ? Est-ce qu'on a cité les Diaboliques dans notre émission ? Les Diaboliques de Clouzot, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Avec Paul Meurice. Paul Meurice, Simone Signoret, on a Michel Serrault, et pour l'anecdote, on a Johnny Hallyday. On a dit, alors ça a été contesté. Hein. Ah, ça a été contesté. Dans Les Petits Garçons, on a dit qu'il y avait Johnny Hallyday, après ça a été contesté, l'histoire. Oui. En revanche, il y a un petit rôle pour Michel Serrault qui est succulent. Il joue un professeur. Excellent. Quel film ? Est-ce qu'on a parlé de Peur sur la ville ? Oui, il me semble. D'Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo et Charles Denner. Un film qui a connu pas mal de déboires dans sa construction, mais qui reste un sommet dans l'action belmondesque, si on peut s'exprimer ainsi. Film de 1975. Voilà. Et il y a aussi Le choix des armes d'Alain Corneau. Oui. Grand film, début des années 80, mais film très classique dans sa construction et qui reprend vraiment. Et Corneau, dans sa construction, voulait rendre hommage à tous ces grands polars des années 50 et il y réussit très très bien. C'est un film qui est magnifique, mélancolique, avec une très très belle bande-son de Philippe Sard à réécouter et à écouter encore et encore. Puis une nette inspiration melvillienne, je crois qu'on peut dire que totalement, Police Python 357, La Menace et Le choix des armes, ce sont les 3 films de Corneau les plus inspirés de Jean-Pierre Melville. Il a commencé avec des films policiers avec Montand. C'est grâce à Montand qu'il a fait ses premiers films aussi, Police 357. Ouais, Police Python 357. Il avait quand même fait Société Anonyme juste avant, quand même, qui était un film assez moyen. Oui, assez moyen et qui n'était pas très fier. Connu. Mais c'était France Société Anonyme. Oui, France Société Anonyme. Mais oui, il est inspiré par Melville, et c'est lui d'ailleurs qui a réadapté Le Deuxième Souffle. Hélas pour lui, parce que on était très loin de Melville. Mais bon, il était le seul metteur en scène français qui aurait pu vraiment réadapter Melville, oui, sans doute. Oui, c'est vrai que c'est le seul. Et
Malheureusement, il l'a raté. On n'en voit pas d'autres. Mais hélas, le film a été un peu bouffé par la production. Ouais, non, malheureusement, ça a été un échec, ce film. Mais en tout cas, oui, ces 4 films sont vraiment exceptionnels. Et donc, moi, dans le livre, je parle donc de Police Python 357, Série Noire, avec Patrick Devers, qui est peut-être un de ses toujours dans la Corneau. Grands rôles. Et puis, évidemment, Le choix des armes. Avec Yves Montand, Catherine Deneuve, Depardieu, et d'autres multiples acteurs, Galabru, Gérard Lanvin, enfin bref, toute une pléiade d'acteurs considérables du cinéma français de l'époque. Et après, sinon, c'est vrai que l'émission n'avait pas eu le temps vraiment de parler du polar actuel, où il y a quand même des choses assez intéressantes. Alors, on n'est plus dans l'âge d'or du grand cinéma policier, mais je pense à des films... alors, on a parlé du 36 quai des Orfèvres qui a relancé, Les Lyonnais de Marshall qui, je trouve, est dans le genre fresque, un peu de gangster, se déroulant sur 2 époques et plutôt vraiment réussi. Un film qui est passé un peu sous les radars, mais qui est vraiment très bien, c'est Braqueur de Julien Leclerc, qui est un film très inspiré en fait, d'un documentaire de Canal+, qui avait fait très polémique à l'époque, où on suivait des gangsters. Et notamment, et même on assistait, le journaliste était monté dans une voiture et assistait à une sorte de course-poursuite avec la gendarmerie. Donc ça avait créé beaucoup de polémiques, mais le documentaire est encore, on peut le trouver, il est saisissant et inspiré de ce documentaire et puis de beaucoup du cinéma américain, le réalisateur avait fait un film qui était assez nerveux et plutôt bien fait. Voilà, donc les 100 films policiers français à voir absolument, de Philippe-Henri Rambaud aux éditions Mareuil. Alors, je ne vais pas vous demander évidemment ce que vous comptez faire dans un mois comme émission. J'imagine que le programme n'est pas encore complètement décidé, mais vous pouvez peut-être nous dire quel est le canevas ou quelle est la forme que vous voudriez adopter pour cette émission du Libre Journal du Cinéma, sachant que c'est Philippe Dugue qui l'a monté avec Jean-Paul Theroux, puis que ça a été repris par Pascal Manuel E, et vous êtes donc le nouveau patron du Libre Journal du Cinéma. Est-ce que vous savez un petit peu ce que vous voudriez aborder, sachant, je crois le savoir par rapport à ce que vous nous avez dit la dernière fois, que vous étiez à la fois un amateur du cinéma américain et du cinéma français, d'hier et d'aujourd'hui. Et ça, c'est un peu nouveau, parce que dans les libres journaux du cinéma qui ont eu lieu depuis plus de 20 ans, on avait une petite dilection pour le cinéma d'antan plus que pour le cinéma actuel, à des exceptions évidemment. Oui, alors déjà c'est un honneur et un plaisir de reprendre cette émission mythique. Voilà, alors la charge est lourde, on va voir ce que ça va donner. Mais nos invités, Marie-Noël Tranchant et Dominique Borde, étaient venus d'ailleurs régulièrement dans cette émission. Hein. Oui, je les réinviterai sûrement. Voilà, alors les sujets abordés, oui, c'est vrai que moi j'ai une formation assez empirique en matière de cinéma. J'ai été biberonné avec le cinéma français, le cinéma américain, les grands classiques, tout autant les grands films un peu de l'entertainment hollywoodien, si on peut s'exprimer ainsi. Bien sûr, vous allez mettre 10 centimes dans le cochon, mais maintenant vous n'en avez plus l'obligation voilà, depuis longtemps. Déjà, alors j'ai même pas encore repris l'émission. Non, voilà, donc après dans les sujets abordés, là c'est un peu, je suis en train de voir, il y a plein de thèmes que j'ai envie de voir. J'aimerais faire une émission consacrée à Rapneau, qui a sorti une autobiographie là récemment, Vive Allure. Oui. Qui est vraiment très bien, l'image un peu de ces films très légère, rafraîchissante, et dans le cinéma actuel français, je trouve qu'il manque beaucoup un cinéaste de cette trempe. J'aimerais aussi consacrer une émission à Simone Signoret. Voilà. Alors, pareil, mais voilà, à Martin Scorsese. Voilà, j'ai envie de parler de ce monument du cinéma américain. J'aimerais aussi parler des musiques de films, faire des émissions consacrées à ça, enfin en tout cas une émission, parce que on a eu tellement, notamment dans le cinéma français, mais le cinéma américain aussi, mais le cinéma français, on a tellement ne serait-ce que dans la musique de polar, c'est tellement riche, on a tellement eu de grands compositeurs qu'il serait dommage de ne pas consacrer une émission. Question, quels sont les 2 compositeurs français vivants qui ont travaillé avec beaucoup de metteurs en scène traditionnels, connus, qui maintenant vont sur leurs 80 ans, mais qui ont néanmoins encore droit de citer, si j'ose dire, parmi ces compositeurs du cinéma français? Est-ce que vous voyez lesquels Vladimir Cosma, déjà. Alors, ça fait 1. Sard. 2. Ça. Et vous pouvez en ajouter un 3e qui est plus difficile. Éric de Marsan. Oui, sur notamment le Cercle Rouge. Et Michel Legrand avait fait une BO du Cercle Rouge. Et que Melville n'a pas voulu. Oui, c'est intéressant. On peut encore l'écouter, mais alors effectivement, c'est aux antipodes de la conception melvillienne même du
polar, très ascétique, assez austère. Et là, mais on est un peu dans la profusion à la Michel Legrand, qui est vraiment géniale. Mais voilà, ça n'a pas... Donc voilà. Et puis aussi, j'aimerais aussi faire une émission consacrée sur l'éducation et le cinéma. Voilà, sur comment éduquer les jeunes générations au cinéma, parce qu'il y a des livres qui sont très intéressants sur ce sujet. Donc, j'aimerais inviter les auteurs pour en parler justement sur les jeunes générations, la transmission, que faut-il voir, à partir de quel âge. Voilà un peu tout ça. Très bien, écoutez, on se donne rendez-vous dans un mois donc à ce libre journal du cinéma à partir de midi jusqu'à 13h30. On en reparlera à la fin de l'émission. Vous restez avec nous naturellement pour parler de Brigitte Bardot, que vous appréciez. Je sais que vous avez vu quelques films de toute façon et en général, mais vous en avez vu certains à l'occasion de cette émission d'aujourd'hui. Oui, j'en ai revu, ça m'a permis de me replonger dans le mythe Bardot. Alors, j'ai envie de vous demander à tous les trois, Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde et Philippe-Henri Rambaud, ce que vous évoque Brigitte Bardot. Nous allons parler tout à l'heure de la comédienne, du cinéma, puisque c'est le libre journal du cinéma, il faut parler de cela, mais peut-être que vous pourriez nous donner un portrait rapide de ce que vous voyez en Brigitte Bardot, peut-être à la suite et à l'occasion de la sortie du film d'Alain Berliner la semaine dernière, qui s'appelle Bardot. Marie-Noëlle Tranchant, peut-être ? Oui, c'est un portrait chaleureux, je trouve, qui rend bien compte, c'est ce qui m'a plu, de la courbe de sa vie. C'est l'élan que ça a pris, qui est très... à la fois fulgurant au début et puis très interrompu par des choses très noires, et puis qu'elle transforme en une autre activité, mais on peut presque parler de vocation dans son cas, tellement ça lui correspond et profondément, et tellement elle prend ça à cœur et avec compétence. C'est sa fondation en faveur des animaux. Elle se sert de sa notoriété extraordinaire, planétaire, de star, qui est tout à fait unique. Même Marilyn, c'est autre chose. Elle admirait beaucoup Marilyn. Oui, mais c'est la même chose. Non, je pense que c'est autre chose. Brigitte Bardot. Ouais. Elle est tout à fait exceptionnelle parce qu'elle est à la fois une splendide créature, avec ce côté animal qu'elle pointe elle-même et sur lequel elle va finalement revenir et insister. Étant elle-même un petit animal. Elle le dit. Elle le dit elle-même. Elle le dit elle-même, ce côté très animal, mais en même temps extrêmement rigoureux. Elle a une formation de danseuse classique, ce n'est pas rien pour la tenue, aussi bien physique que morale. Elle a cette élégance naturelle qui fascine, qui est très au-delà et du talent d'actrice et de la beauté de mannequin, simplement. Oui. Ce côté extrêmement dansant et cette liberté... on hésite toujours à user du mot liberté, c'est qui est tellement galvaudé. Dans tous les cas. Elle, disons plutôt ce naturel. Oui, c'est un mot qu'elle utilise aussi d'ailleurs. Oui, et qui lui va. Oui. Qui lui va. Le côté pas apprêté, alors que le Star System commande au contraire tout Hollywood, commande le maquillage, le côté guindé, artificiel, etc. Elle, une jupe de danseuse, des ballerines, et les cheveux au vent, et elle est parfaite. Mais alors justement, avant que Brigitte Bardot n'émerge dans les années 50, et notamment avec Et Dieu créa la femme, il y avait des actrices célèbres comme Danielle Darieux, Micheline Prel, Martine Carole, qui ne s'inscrivaient pas du tout dans ce registre-là. Elles étaient beaucoup plus sophistiquées
et Dieu sait qu'on les aime, hein, la question n'est pas là, et que Brigitte Bardot a insufflé effectivement ce naturel, sa spontanéité, sa liberté, mais elle n'a pas hésité non plus dans un certain nombre de films, même dans la vie en général, à revêtir parfois de belles apparats, de beaux bijoux, de beaux habits, etc., et à être elle-même assez archétypale d'une certaine sophistication féminine qui n'était pas antithétique de son animalité ou de sa naturalité plus classique, si j'ose dire. Oui, mais qu'elle peut facilement abandonner. Alors, peut-être aussi n'est-elle pas actrice, fondamentalement. Alors, on va en parler justement. Ouais. Elle dépasse la catégorie. Oui, elle est en dehors. Ouais, Moi, je la classe plutôt danseuse et femme, et c'est avec ce côté animal. Puis disons-le, on va parler de cinéma, mais elle-même n'a pas aimé du tout la période du cinéma. Hein, elle le dit très franchement. Qui l'a beaucoup brimé, elle le dit clairement dans le documentaire, et c'est vrai qu'on voit qu'à quel point elle a été harcelée, bafouée, méprisée, insultée. On le voit, c'est sidérant. Moi, j'imaginais pas ça, et je trouve ça très intéressant de voir tous ces paparazzis massés. Ils sont même entrés dans sa chambre au moment où elle venait d'accoucher. Et avant d'accoucher, elle était prisonnière chez elle. Elle n'a même pas pu sortir pour accoucher. Elle a dû accoucher dans ce... C'est effarant. C'est effarant. Et on comprend à quel point elle a pu être traquée et avoir cette envie de partir. Alors d'ailleurs, en 1973, elle arrête le cinéma. Pour ne jamais y revenir. 45 films. 45 et pas 80. Non. Ouais, 45 films. Ouais. Elle arrête le cinéma en 73. Les films qu'elle tourne ne sont plus terribles. Elle considère de toute façon que sa filmographie, il y a quelques films bien, on en parlera tout à l'heure, mais que c'est pas vraiment, ça la concerne plus. Elle arrête le cinéma et elle n'y revient plus. C'est important parce que on a vu beaucoup de chanteurs, d'acteurs, d'actrices, etc., qui arrêtaient à un moment donné leur art pour revenir ensuite, soit pour des raisons d'argent, soit pour des raisons de notoriété. Elle a arrêté et elle s'est consacrée à la Fondation Bardot. Et elle avait 38 ans, oui. Alors vous-même, Dominique Borde, qu'est-ce que vous pourriez dire qui vous semble édificateur dans le chemin et dans moi, j'étais trop jeune à l'époque. À l'époque des Dieux créent la femme, j'ai vu bien sûr bien après. Alors, sex symbole, enfonçons une porte ouverte, ça a été le dernier sex symbole du cinéma français. Il n'y en a pas eu d'autres. On parlait de Martine Carole, on pouvait parler de Pascal Petit, à l'époque Mylène de Mongeau. Elles ont toutes été balayées par ce phénomène, car c'est un phénomène à ce moment-là. Donc, sex symbole, c'est vrai, elle l'est restée longtemps, et pour cause, et symbole de liberté. Je reprends ce que disait Marie-Noël, j'ai vu aussi ce documentaire qui est bien fait, moi je trouve, où c'est la liberté qui ressort. Elle a toujours été libre de ses amants, elle ne s'en est jamais cachée, et dans le documentaire, elle le dit, vivre avec un seul homme toute sa vie, non, certainement pas. Donc il y a une sincérité, il y a une perversité à l'état brut, ce qui fait qu'elle est sincère à chaque fois. Et alors le talent, moi au début j'étais un peu sceptique quand j'ai vu ses premiers films. Finalement aujourd'hui non, il y a un vrai talent. Mais un vrai talent quand elle a un vrai directeur d'acteur derrière elle, quand elle a Vadim, quand elle a Clouzot, quand elle a Autant Lara, Clouzot surtout. En cas de malheur, on la en vérité. parlera tout à l'heure, mais c'est eux qui lui ont donné un personnage qui lui ressemblait. Et là elle était formidable. Oui. On en reparlera. Philippe-Henri Rambaud, Bardot, pour vous, qui êtes de la génération précédente, ça vous disait quelque chose, ça vous parlait, c'était quelqu'un que vous estimiez devoir être vu. Est-ce que Brigitte Bardot, pour vous, ça incarne quelque chose de sensé, de réel? De réel, oui. Moi, je suis né en 1988, donc effectivement, la carrière de Bardot c'était plus son combat justement animal. C'était plus, on voit même parfois un peu de dérision sur son combat, mais en tout cas c'était tout son combat. Et après j'ai découvert ces films. Moi mon premier choc a été La Vérité, donc de Clouzot, qui est son meilleur film. Vrai chef-d'œuvre. Que voilà, j'ai revu justement récemment, et donc avec toujours autant de plaisir. Et puis en s'intéressant, oui, c'est vrai qu'au personnage, on voit que elle a quand même quelque chose d'extrêmement désarmant, cette espèce de sincérité, de naturel. L'image que j'ai d'elle, c'est elle pieds nus en fait. Elle se balade beaucoup pieds nus dans ses films, elle enlève ses chaussures. Sur le port de Saint-Tropez même. Voilà, exactement. Oui, c'est ça, une espèce de candeur, de naturel, d'entièreté aussi dans le caractère. Elle n'a jamais... Il n'y a jamais eu de compromis dans sa direction. Elle a fait toujours un peu ce qu'elle souhaitait dans cette vision.
Et aussi ce côté entier s'accompagne d'un certain dilettantisme, d'une certaine nonchalance qui pouvait aussi agacer, mais qui fascinait aussi. Donc j'ai revu, alors j'ai pas eu malheureusement l'occasion d'aller voir le dernier documentaire, mais j'en ai vu d'autres et je trouve qu'elle est touchante vraiment dans cette espèce de sincérité désarmante, victime évidemment d'un succès qui l'a complètement dépassé. Je pense que jamais de la vie elle s'attendait à ça, elle s'attendait à tous ces paparazzis, à cette vie privée totalement oppressée, totalement cloisonnée. Et donc c'est ça, Bardot, c'est un mystère. C'est vrai que de ma génération, je pense que j'ai encore du mal à me rendre compte à quel point elle pouvait être ce qu'elle a représenté. Oui. Ce qu'elle a représenté. Oui. Voilà. Ouais. Et je serais curieux, alors je rebondis au propos de Marie-Noël Tranchant, de savoir en quoi est-elle, alors peut-être supérieure à Marilyn Monroe, justement. Pourquoi vous la... C'est le naturel. C'est pas supérieur, c'est ailleurs, je dirais, plutôt. Je ne pense pas... Je pense que Marilyn Monroe est vraiment une star de cinéma, une star hollywoodienne. Brigitte Bardot, pas complètement. Elle est une star, mais pas uniquement de cinéma. Elle est une star au sens d'une espèce de déesse, et Vénus sortant de l'onde. Mais elle n'est pas complètement liée au cinéma. Elle est faite par le cinéma, puisque c'est Vadim. Elle est fabriquée au départ par le cinéma. Mais elle ne s'y reconnaît pas complètement, jamais. Puis Marilyn Monroe a été entièrement fabriquée par Hollywood, tandis que Brigitte Bardot, comme on le disait justement, est restée une femme assez authentique, qui n'a pas eu besoin des raccords ou des artifices d'Hollywood pour s'affirmer. Oui, c'est ça. Oui. Alors, on va écouter, je vais vous demander de mettre vos casques, on va écouter un entretien avec Brigitte Bardot qui date du 25 août 2015. Je revenais de Saint-Tropez, de la Madrague et de sa ferme, la Garrigue, et je m'entretenais avec elle pour parler notamment de la question animale. On retrouve Brigitte Bardot, 25 août 2015. Chers amis, comme l'an dernier, notre généreux mécène s'engage à nous soutenir en cette fin d'année. Selon l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera », il s'engage à doubler chaque don qui sera fait à Radio Courtoisie entre le 1er et le 31 décembre. 5, 10, 50, 100 ou 1000 euros, chaque euro va compter. En cette fin d'année, plus que jamais, je vous demande de nous aider en participant à notre marathon du don. Vous aussi, participez au marathon du don de Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Votre don est déductible de 66% dans la mesure de 20% de votre revenu imposable et 60% si vous agissez au nom d'une entreprise. Un don de 100 euros ne vous revient qu'à 34 euros. Par avance, merci. Voilà, nous nous retrouvons pour cette émission consacrée à Brigitte Bardot, actrice et combattante de la cause animale. Vous l'avez entendu il y a déjà un an, mais elle continue évidemment ce combat en faveur de la cause animale. Nous voudrions évidemment pouvoir parler à Brigitte pour savoir comment elle compte dans les mois qui viennent, années qui viennent, comment compte s'organiser la Fondation Bardot pour mener à ses biens, parce qu'ils seront certainement, et peut-être à un moment donné, ils ne cesseront pas, parce que Brigitte Bardot a décidé d'aller jusqu'au bout et que ça ira au-delà de sa propre vie, si j'ose dire. Mais en tous les cas, elle nous a parlé avec son cœur, avec son cerveau, avec tout ce qu'elle peut avoir comme tripe, de ce qu'elle pense être la maltraitance animale, qui est toujours aujourd'hui, malheureusement, encore d'actualité. Vous voudriez rebondir sur ce qu'a dit Brigitte Bardot sur la condition animale, ou sur la façon dont elle en parle, en tout cas, Marie-Noël Tranchant oui, Marie-Noël Tranchant. Moi, je retiens surtout sa phrase du début, qui est tellement elle. Soyons simples. C'est vrai que je ne l'étais pas. Mais on ne sait plus comment la présenter tellement elle vous impressionne. Oui. Et ensuite, elle parle très bien, en effet, de son action. D'abord, elle parle très bien. Elle s'exprime. Oui. Elle parle un français vraiment très agréable à entendre. Ça fait plaisir. Et elle parle très bien de ce qu'elle fait. Et on le voit d'ailleurs déjà à l'époque où elle était interviewée par François Chalet ou par certains
historien du cinéma, critique de cinéma, elle avait aussi cette diction, cette phraséologie qui était vraiment parfaite. Elle avait une voix de petite fille. Elle avait une voix un peu naïve. Petite fille, quand les premières interviews, c'était un peu naïf comme ça. Mais s'exprimant bien sur la forme. S'exprimant bien, oui. Ouais. Elle sortait d'une très bonne famille. Oui, d'extraction bourgeoise, comme elle l'a toujours dit aussi, en disant qu'elle en avait gardé un tout petit peu, mais jeté beaucoup. Oui. Philippe-Henri Rambaud, vous voudriez peut-être rebondir sur ce qu'a dit Brigitte Bardot sur le combat, sur la... Notamment, oui. Oui, elle est très... c'est un combat qui est vraiment très affectif. On est vraiment dans le combat. Quand elle s'est lancée dans ce combat-là, elle a lancé aussi ce qu'on voit aujourd'hui sur la défense de la cause animale. C'est elle qui a été une des premières à vraiment placer ça sur le plan très affectif. Et on le voit d'ailleurs dans son argumentation, en tout cas sur l'Afrique et autres. Et ce ne sont que quelques exemples, hein. Alors on a beaucoup d'autres encore à revendiquer. Oui, voilà, elle a fait, effectivement, elle a été sur beaucoup de fronts. Pas que les bébés phoques, hein, ce qui est très bien d'ailleurs. Oui, c'est souvent qu'on a parfois malheureusement tendance un peu à la résumer à ça, mais elle a été sur beaucoup de fronts. Après, voilà, parfois, en tout cas d'un point de vue personnel, certaines de ses positions pourraient être à discuter. Mais voilà. Alors, on ne va pas s'éterniser là-dessus, mais que ce soit sur la question animale ou que ce soit sur les questions de société, elle a toujours dit qu'elle était impulsive. Et dans le documentaire film qui est sorti la semaine dernière, elle s'excuse à plusieurs reprises d'avoir été un peu excessive dans certains thèmes qu'elle a utilisés, surtout avoir blessé éventuellement certaines personnes. Mais ce qui ne veut pas dire qu'elle ne soit pas d'accord avec le fond de ce qu'elle a dit. Elle est toujours sur les mêmes positions, que ce soit politiquement, animalement, etc., etc. Le fond de Bardot est le même, y compris sur le féminisme. Donc il y a vraiment là, je crois, une volonté d'instrumentaliser Bardot, de faire de Bardot ce qu'elle n'est pas, grâce à ses excuses, de dire, voyez, finalement, elle s'excuse, donc elle avait tort, donc c'est nous qui avions raison quand on l'a critiquée. C'est beaucoup plus complexe, et Brigitte pense absolument tout ce qu'elle dit. Peut-être aurait dû quelquefois en parler de manière un tout petit peu plus modérée, mais après tout, c'est une manière aussi de réveiller les gens que de pouvoir utiliser des termes qui sont un peu plus radicaux. Alors, donc, pour la question animale, c'est la même chose, hein. Elle a été critiquée aussi parce qu'on a voulu en faire une espèce d'égérie des bébés phoques. Mais les bébés phoques, c'était un de ces combats les plus importants qui ont été médiatisés. Je crois qu'elle n'a joué à aucun moment pour essayer de montrer en quoi, démagogiquement, elle aimait ces bêtes. Et quand on la voit prendre à pleine main, à plein bras, les bébés phoques, c'est à mourir, c'est adorable. Si on aime les animaux, on ne peut pas fondre, affectif ou pas. Donc Brigitte Bardot, c'est aussi évidemment et avant tout la question animale. Alors, on rentre dans le vif du sujet concernant le cinéma. Vous avez donc vu effectivement ce film d'Alain Berliner qui est sorti la semaine dernière, Bardot. Vous en avez retenu quoi sur le plan purement cinématographique, puisque je vous ai demandé tout à l'heure de parler de la femme qui pouvait exister dans ce documentaire film. Est-ce qu'il y a des éléments de prime abord sur le cinéma qui vous ont tout de suite marqué ou pas vraiment? Vous n'avez pas été trop étonné de ce que vous avez entendu? On revient sur les films connus, on revient sur Et Dieu créa la femme, on revient sur La vérité, sur En cas de malheur, etc. Il y a la fameuse scène dans En cas de malheur où elle laisse sa jupe devant Gabin, La vérité, etc. Donc on revient sur ces grands films, on ne vient pas sur les plus médiocres. Bon, alors ça peut paraître, Dominique Borde, un peu bizarre et réitératif, mais les auditeurs de Courtoisie qui connaissent un peu Bardot, connaissent certains de ses films, mais ne connaissent pas forcément les films de Bardot et les meilleurs films. Oui. Donc je vous propose qu'on en parle un peu. Oui, alors je voulais dire une chose qu'on ne dit pas assez souvent, enfin même c'est pas difficile de le trouver. Avant qu'elle tourne Et Dieu créa la femme, qui était un pari de Vadim, qui réalisait son premier film, elle venait de le rencontrer, et il est tombé amoureux d'elle, et puis ils se sont mariés bien un peu plus tard, mais c'était un pari. Avant, elle avait tourné 15 films. C'était pas tout à fait une débutante. Il y a eu Le Trou normand, qui était son premier film avec Bourvil.
Il y a eu les grandes manœuvres où elle avait un petit rôle, mais il y en a d'autres. La lumière d'en face, par exemple, de Georges Lacombe, elle est déjà une créature qui attise, qui plaît. Elle est la femme de Raymond Pellegrin, elle va attirer Roger Pigault. Il y a déjà du Bardot dedans, et il y a déjà de ce qui va se passer après. La mariée était trop belle, La mariée est trop belle, c'est avec Louis Jourdan. Mais oui, avec Louis Jourdan. Mais ça, La mariée est trop belle, c'est après Et Dieu crée la femme. Voilà. Mais à l'époque, bon, c'est ça, moi je voulais simplement le citer, parce que qu'est-ce qui fait que Et Dieu crée la femme a été un phénomène? Le film lui-même, c'est un roman de gare, ni plus ni moins. Hein. Qu'est-ce qui fait? C'est elle. C'est tout est tout. Vadim a su la filmer comme personne, c'est ça. Hein. À l'époque, elle est reconnue, mais pas révélée. Il lui reste à se découvrir un peu plus pour que le scandale en fasse un phénomène. Celui-ci aura lieu entre Saint-Tropez et les studios de la Victorine. Là, Bardot se campe, se déhanche, s'allonge, nonchalante, se décoiffe, se déshabille, fait semblant de se voiler, provoque, attise ou bouleverse tout ce qui rend semblant un homme et passe à sa portée. Vadim filme, Bardot se libère et le scandale éclate. Hein. Je veux montrer une jeune femme généreuse, parfois désaxée et finalement insaisissable, avait dit Vadim. Pour définir sa Juliette partagée entre un trop jeune mari, un séducteur de beau-frère et un riche quadragénaire, et qui est saisi par le démon de midi. Le public a compris le message entre les poses aguicheuses et les mimiques. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que quand le film sort en France, il a un succès très mitigé. Il faut qu'il parte aux États-Unis, où il fait scandale et où là, la célébrité la rattrape. Et quand le film revient en France, là c'est bébé, là c'est le sex symbole. Alors elle épouse Roger Vadim. Elle en épousera d'autres, Gunther Sachs et bon, pas bien citer plus tard, tous, oui, mais aussi Jacques Charrier dans les années 60, amour, qui est le père de son fils, etc. Mais elle part avec Trintignant à la fin d'Il crée la femme. Hein. Oui. Trintignant, parce qu'elle a été avec Jean-Louis Trintignant et elle dit d'ailleurs que c'est probablement celui avec qui elle a eu l'amour le plus accompli, le plus intense, c'est qu'elle regrette de l'avoir quitté, comme elle l'a quitté. Il est parti faire son service militaire et il l'a pas revu. Et Trintignant m'avait raconté une fois, la première fois où je l'ai rencontré, que quand il sortait avec elle dans la rue, les femmes l'insultaient dans la rue. Il m'a dit c'était effarant. Elle représentait le sexe, elle représentait la femme qui piquait les maris, qui dévergondait leurs fils, etc. C'est ça, c'est extraordinaire. C'est créé par Dieu, cette femme-là est vite récupérée par Satan. Et c'est ça, c'est ce qui est important. Ça a été le phénomène Bardot, c'est ça. C'est pas une actrice à ce moment-là, c'est un phénomène récupéré par l'érotisme. Allez voir dans la petite ferme de Brigitte Bardot à Saint-Tropez l'immense chapelle qu'elle possède avec des Christ byzantins, la Vierge Marie et des croix un peu partout. Je peux vous dire qu'elle le conjure avec efficacité, Satan. Oui, mais il y a bien une phrase, c'est vrai, dans Et Dieu créa la femme, où la mère de Michel dit cette femme là attire le malheur, quoi. Et c'est une constante en cas de malheur. Exactement. Et c'est une constante qu'on retrouve dans beaucoup de ces films. Toutes les séductrices attirent le malheur, finalement. Mais elle, ça a été vraiment... Elle a été stigmatisée par ce genre de choses. Et, alors, elle tournera plusieurs autres films avec Vadim qui ne sont pas forcément tous très bons. Ils ne sont pas les meilleurs. Je crois que vous avez quand même retenu Le Repos du guerrier. Ah oui, Le Repos du guerrier. Robert Hossein. C'est différent, parce que là, c'est tiré d'une œuvre littéraire. C'est un roman de Christiane Rochefort, qui est un roman autobiographique, où elle racontait sa vie avec Henri-François Ray, alcoolique et qui n'arrivait pas à écrire. Oui, là, Vadim a assez bien adapté le roman. Moi, je connais le roman. Et de voir du roman au film et du film au roman, je suis souvent passé. Ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'au départ, c'est une petite bourgeoise coincée qui est fiancée à un garçon très bien. Elle part en province pour toucher un héritage. Elle se trompe de chambre et là, elle tombe sur Renaud Sarti, Robert Hossein, qui vient d'essayer de se suicider. Elle le sauve et à partir de ce moment-là, il s'accroche à elle, il va devenir son amant, il va la révéler sexuellement, etc. Et elle va quitter son fiancé. Donc, la Bardot excitante... Il va la révéler sexuellement, mais il va aussi l'instrumentaliser. Il ne faut pas non plus... Mais elle essaie de le sauver, etc. Ce qui est très beau dans le roman, c'est que c'est une femme qui se bat contre un démon, c'est le démon de l'alcool, le démon de la paresse. Et là, c'est moins montré dans le film. La fin est très allégorique, c'est pas dans le roman, ça. Dans le roman, la fin, c'est que il part en désintoxication, et là, elle dit, il n'y a pas d'univers plus lointain que là où il s'en va, c'est très beau, la fin. Vadim en a fait quelque chose en Italie, avec, c'est plus démonstratif, c'est plus décoratif, mais c'est assez fidèle aux deux personnages. Alors, Don Juan 73 et les autres, on n'en parle pas, ça ne vaut pas la peine.
Vous, Marie-Noël, dans les films de Bardot que vous retiendriez, que vous aimez, est-ce que vous pensez d'abord que La Vérité est probablement celui qui est le plus achevé, celui qui est le meilleur pour elle? Oui, sans doute. Oui. D'Henri-Georges Clouzot. Il y avait donc dans le film, il y avait Paul Meurice et Charles Vanel dans les rôles des avocats. Oui. Il y avait Samy Frey et Marie-José Natt. Oui. Il y avait une C'était belle la sœur, brochette Marie-José d'acteurs. Natt, oui. Ouais. Jacques Perrin. Clouzot, c'était un... Jacques Perrin, exact. Oui, Jacques Perrin. Qui était et Claude Berry aussi, qui a un tout petit rôle. Mais surtout, Clouzot s'était inspiré... Alors, il faut le savoir, moi je l'ai découvert après, c'est inspiré d'un Philibert. Ça existait. Oui. Il y a cette fille un peu libre, un peu prostituée, qui a tué son amant, qui était un petit bourgeois. Il s'est inspiré de ça pour La Vérité. Donc c'est pas tout à fait un scénario original. D'accord. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Clouzot s'est inspiré de deux avocats, Maître Fleuriot et Maître Maurice Garçon. Maître Fleuriot, c'est Meurice, et Maurice Garçon, c'est Vanel. Ouais. Et les répliques sont piquées parfois à... Excellente. Oui, c'est Excellent. de la belle Vous ratez grand vos suicides, vous ne réussissez que vos crimes. judiciaire. Ça, Ouais, c'était ouais. du Fleuriot. Ouais. Ouais. Et ce qui est très intéressant aussi dans La Vérité, ce qu'on avait trouvé un peu avant dans En cas de malheur, c'est que on l'a utilisé comme ce qu'elle représentait, ce qu'elle était un peu. C'est-à-dire une fille libre, le personnage. Hein. Yvette, dans En cas de malheur, elle se prostitue, etc. Dominique, Lara. C'est la même chose. C'est une fille libre qui a plusieurs amants. Elle tombe amoureuse, mais elle est pas fidèle. Et elle se prostitue aussi à un moment. Et vous savez que Bardot avait dit que lors du procès, dans La Vérité, elle avait dit « J'ai eu l'impression d'assister à mon propre procès ». Ce qui d'ailleurs a provoqué un peu l'ire du metteur en scène, parce que moi, elle m'a dit si Clouzot ne m'avait pas mis dans les conditions d'une émotion extrême et ne m'avait pas foutu une claque, Oui, pareil. Oui. je ne lui aurais pas rendu. Or là, je le lui aurais rendu. Et c'est pour ça que le film a marché. Donc elle ne regrette pas du tout d'avoir reçu une claque au bénéfice d'un film qui a réussi. Mais Clouzot l'a vraiment malmené pendant tout le tournage. Elle lui racontait des choses noires. On a dit qu'elle avait tenté de se suicider aussi. Oui, il lui a fait avaler quand même des somnifères aussi. Et donc ça a été... magnifique film, très grand film, et à quel prix ça a été, elle garde beaucoup plus de mauvais souvenirs de Claude Lara sur le tournage d'En cas de malheur que de Clouzot, paradoxalement, qui a été très dur parce qu'il a fait ce petit chef-d'œuvre qu'est La Vérité. Et Claude Lara, lui, était très difficile parce qu'il était derrière la caméra, il n'arrêtait pas de faire des bruits mimant une certaine forme de jouissance devant Bardot, et ça a énervé Bardot qui l'entendait sans arrêt faire des bruitages particuliers avec sa bouche. Ça commençait un peu à l'énerver. Et Gabin, au début, avait dit comment tourner avec cette chose qui se promène toute nue. Il n'était pas du tout pour. Et finalement, au cours du tournage, ils sont très bien entendus, à tel point que Bardot s'est trompé un jour dans une réplique, et Gabin a fait exprès de se tromper pour refaire la scène avec elle, ce qui est assez élégant. Ah, oui. Et après le film, il en a dit beaucoup de bien. Mais est-ce que ça n'était pas une scène de baiser ? Non, je crois Parce qu'on pas. aurait compris qu'il l'embrassait une deuxième fois. Non, mais c'est très drôle de voir le rapport. Gabin était un monstre sacré à l'époque, elle était tout de même... Il y avait un décalage, et pourtant ils se sont bien entendus, et le film est assez réussi, au moins dans sa première partie. Mais ça n'a pas la dimension de La Vérité de Clouzot, c'est certain. Mais autant Lara, c'est pas Clouzot. Non. Mais elle déclare d'ailleurs sur La Vérité, dit le cinéma m'a jamais plu, ça m'intéressait pas bien, ça m'intéresse pas plus, ça m'intéressait pas hier, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Je me moque de ma carrière, sauf de La Vérité. Voilà. Ouais. S'il doit rester une seule trace de mon passage sur les écrans, je souhaite que ce soit dans ce film où pendant et après, j'ai conscience d'avoir été une vraie comédienne. Oui. Et elle a aussi une toute petite dilection personnelle, et elle cite souvent ce film méconnu qu'on a complètement oublié aujourd'hui, qui s'appelle L'ours et la poupée de Michel Deville, C'est beaucoup plus avec tard, Jean-Pierre ça. Cassel, qui est une petite comédie, mais qui lui a beaucoup plu et dont elle garde un souvenir épatant. Je voulais dire une dernière chose à propos de La Vérité. La grande tirade, quand elle dit « vous êtes tous morts », etc., ça a été fait en une seule prise. Ce qui est très rare au cinéma, il y a toujours des prises de sécurité. Clouzot n'a fait qu'une seule prise, elle est formidable. Et les gens ont applaudi après. Voilà, les gens ont applaudi à la fin de la scène. Et là on se dit, là c'est une actrice, quoi. Voilà. Philippe-Henri Rambaud, Marie-Noël Tranchant, sur En cas de malheur ou sur la Vérité, vous auriez
autre chose à dire ou à... En cas de malheur est adapté d'un roman de Simenon. C'est un bon film. C'est vrai que c'est pas à la hauteur, je trouve, de La Vérité. Ne serait-ce que par, comme vous disiez, c'est qu'il y a une... Bon, on va pas dévoiler tous les ressorts, mais je trouve qu'il y a un développement qui est un peu artificiel surtout et on ne voit pas certaines choses venir. Voilà, je ne dirai pas plus pour... mais il reste... Quand même, effectivement, c'est la confrontation entre deux monstres sacrés. Oui, voilà, Gabin, en tout cas, qui est le... Il faut dire que Gabin est toujours formidable. Bon, il est toujours vrai. Donc, il y a deux vérités, si on peut dire dans le film. C'est deux acteurs de vérité. Et alors, il est marié dans le film avec Edwige Feuillère. Avec Edwige Feuillère. Je lui ai dit qu'elle a le plus beau rôle, d'ailleurs. Elle a fait plaisir, et c'est vrai. Parce qu'elle sait qu'il la trompe, qu'il la trompe régulièrement. Et elle a beaucoup de grandeur, beaucoup d'allure. Moi, j'ai connu un peu Edwige Feuillère, qui était vraiment une grande dame. Très simple, et puis citons aussi Fernando Interlenghi qui joue le rôle de l'amant de Brigitte Bardot dedans aussi. Hein. Oui, Interlenghi. C'est pas inimportant. Et qui la tue. Qui la tue, oui. Alors, on a cité 3 films, La Vérité, En cas de malheur, L'ours et la poupée, Les Vadimes. Est-ce qu'il y a d'autres films dans sa filmographie que vous voudriez un petit peu mettre en avant, ou est-ce que ça vous semble superfétatoire? Non, il y en a d'autres. Le mépris, alors le mépris de Godard, j'oublie parce que elle-même l'avait oublié. Oui. C'est vrai qu'on peut l'oublier. Le mépris, c'est presque une bande-annonce publicitaire pour Bardot. Voilà. Alors, c'est un film qui l'a fait beaucoup connaître. C'est un film qu'elle n'a pas compris avant le tournage, pendant le tournage et après. Et après le tournage. Mais ça fait beaucoup pour elle. Je ne sais pas si vous avez lu le roman. Moi, j'ai lu le roman de Moravia. J'aime assez. Il est très fidèle au roman. Sinon que Godard y a rajouté la mythologie grecque et Fritz Lang. Voilà, il y a un amalgame. Cela dit, c'est assez fidèle à l'esprit du roman, c'est-à-dire une femme qui finit par mépriser son mari et qui par ailleurs, donc il y a la fameuse scène du début où elle est nue, tu aimes mes hanches, tu aimes mes seins, etc. Mais, avec Michel Piccoli avec le chapeau noir. Piccoli avec son chapeau, etc. Et la villa de Malaparte à Capri. Cette villa de Malaparte en forme de stylo à Capri. Donc il a très bien filmé les paysages aussi. Godard a prouvé avec ce film qu'il pouvait être un cinéaste beaucoup plus accessible et finalement être assez fidèle à une œuvre. Ça, c'est intéressant pour ça. Mais Bardot n'est pas convaincu. Mais c'est la première concernée, mais on peut ne pas être d'accord avec Brigitte, bien entendu. Il y a Vie privée de Louis Malle. Alors voilà, j'allais en parler justement. Le film autobiographique d'une certaine façon. Que Louis Malle a toujours un peu récusé. Il a été déçu de faire ce film. Ça n'a pas marché. Et pourtant, il y a des fausses qui sont dans la vie de Bardot. La fameuse scène dans l'ascenseur où elle se fait insulter par une femme de ménage, ça lui était arrivé. Et ça, donc il a pris des fausses de la vie de Bardot, sinon qu'à la fin elle se suicide, bon. Mais avec Marcello Mastroianni. Avec Marcello Mastroianni. Alors j'aurais voulu citer ce que disait Mastroianni. Elle est déséquilibrée par les flashs des photographes. Oui, c'est ça. Et les paparazzis. Alors là, c'est très important. Donc, c'est un accident. J'avais noté une phrase qui était assez dure d'ailleurs de Mastroianni, qui disait qu'elle était à la fois. Je recherche, je la retrouve pas. Mais vous allez la retrouver. Je vais la retrouver. Parce que vous êtes persévérant. Moi, je peux vous citer en attendant justement une citation dans Vie privée de la voix off qui dit: entre ce visage et cette machine, donc la première fois qu'elle passe devant les caméras, c'est Vie privée, c'est on suit en fait la vie de Gilles, qui est une qui est Bardot en fait, qui devient actrice, qui a énormément de succès, et puis avec toutes les conséquences terribles que cela a. Et voilà, il y a la voix off, justement, au premier moment où elle est filmée. Entre ce visage et cette machine, il se passa assurément quelque chose, une rencontre imprévisible, un accord mystérieux qui allait faire de Gilles, sans qu'elle l'ait vraiment cherché, une étoile, un phénomène, un monstre. Un monstre. Et ce que disait Mastroianni, là je l'ai retrouvé, il a tourné donc avec elle, il dit: il y a deux Brigitte, le sexe symbole et Brigitte, la fille simple, quotidienne. L'ennui, c'est qu'avec Bardot, elle ne sait pas toujours faire la différence entre ces deux personnes. Ouais, c'est pas mal vu. Il est un peu plus sévère, mais en même temps, c'est peut-être assez lucide. Oui. Alors,
Elle a fait un autre film, un sketch avec Louis Malle, c'est William Wilson, tiré des histoires extraordinaires avec Alain Delon. Deux films avec Delon, alors, Les Amours célèbres, de Michel Boiron. Voilà, ouais. Et puis ils se sont vus dans des esprits courts. Ouais, mais elle avait un petit rôle dans William Wilson. C'est Delon qui avait le rôle principal. Mais ils se sont bien entendus et Malle, je crois, n'a pas désapprouvé ce film après qu'il soit sorti. Elle était brune en plus. Elle était brune, voilà, c'est le seul film où elle est brune. Sauf peut-être dans quelques scènes peut-être du mépris. Oui, aussi. Il me semble. Elle a une perruque brune. Mais ce sont les deux films de Louis Malle, Vie privée et William Wilson, tirés des histoires extraordinaires. Et alors, Viva Maria aussi. Alors Viva Maria, autre film, effectivement, vous avez raison. Viva Maria. Viva Maria. On s'enregistre plus léger. Qui fait du bien aussi, avec Jeanne Moreau. Et alors là, on retrouve évidemment Brigitte Bardot qui contraste un peu avec Jeanne Moreau, parce que Jeanne Moreau est plus, j'allais dire encore sophistiquée, mais plus maniérée, plus bon. Et Brigitte Bardot est plus naturelle, plus envolée. Le contraste des deux personnalités est assez saisissant et assez réjouissant, mais ça reste quand même malgré tout un petit film. Oui, ça n'a pas une grande prétention, mais c'est assez agréable, de voir cette espèce de pastiche de film révolutionnaire. Voilà. À propos de Viva Maria, Marie-Noël. C'est là que Laurent Terzieff m'avait raconté qu'il avait été pressenti pour jouer dans Viva Maria, mais il était pris par le théâtre à ce moment-là, il n'a pas pu. Mais il avait très envie de travailler avec Bardot. Il avait vraiment, il l'appréciait énormément, il avait envie de travailler avec elle. Et il a saisi l'occasion de le faire avec un très mauvais film qui s'appelle À cœur joie de Serge Bourguignon, dont lui-même, il avait parlé au producteur en lui disant vous savez qu'on fait un très mauvais film, et le producteur avait dit oui, mais il y a Bardot, donc de toute façon ça marchera, on s'en fiche. Ça avait un peu ulcéré Terzieff, mais en revanche il s'était en effet très bien entendu avec Brigitte Bardot, et il lui avait demandé comment elle supportait cette bande de profiteurs qui étaient toujours à ses trousses, que ce soit les producteurs, les paparazzi, et elle lui avait répondu, il dit, elle m'a répondu, et c'était juste et intelligent. Je préfère les cons que je connais aux cons que je ne connais pas. Parce qu'elle savait que... Le bon sens. Voilà, que de toute façon, elle était piégée dans cette vie-là, et qu'elle serait toujours la proie de quelqu'un. Tant qu'à faire, ceux qu'elle connaissait. Il y a une très belle formule dans le documentaire que nous avons vu avec Marie-Noël. Au tout début, elle dit « J'étais prisonnière de moi-même ». Ça résume finalement tout ce qui s'est passé au début et après. Voilà. Et elle s'est libérée d'elle-même et pas seulement des autres. Et ça, c'est très fort et très juste. Hein. Elle se met en cause. C'est pas du tout une... les autres ont été horribles avec elle. Elle n'a pas une mentalité de victime. Non, elle n'est pas victimaire du tout. C'est très appréciable, je trouve. En revanche, beaucoup ont voulu qu'elle soit victime dans les regards qu'ils portaient sur elle. Et elle, l'animal, justement, a été victime des chasseurs qui ont essayé de lui nuire. Ça, pendant toute sa vie, jusqu'à encore aujourd'hui. Mais elle s'est toujours bien défendue, et toujours avec... Il y a son secrétaire qui avait écrit un bouquin sur elle aussi, une vie volée comme ça à ses débuts. Hein. Oui, bien sûr. Le nombre de livres qui sont parus sur Brigitte Bardot et de Brigitte Bardot sont innombrables. Une question me venait en tête en écoutant ce morceau. Philippe-Henri Rambaud et Dominique Borde, Marie-Noël Tranchant. Est-ce que Brigitte Bardot a eu l'occasion de tourner des polars? Parce que vous avez écrit ce fameux livre sur le polar français. Est-ce qu'il y a des films dont on pourrait dire qu'ils tirent vers le polar? Je n'en vois pas tellement. Hein. Non, il y en a un, c'était le film de Molinaro, Une ravissante idiote, qui est inspiré d'un roman d'Alex Breillat. C'est vraiment une comédie, policière comédie. Hein, Oui, mais moi j'aime bien, parce qu'elle était, à l'époque, sa carrière commençait déjà à décliner, il faut le dire. Elle devait tourner avec Jean-Pierre Cassel, et c'est finalement Anthony Perkins qui a eu le rôle. Ça aurait été mieux, à mon avis. Hein. Peut-être, oui. Mais parce Cassel que a raté beaucoup de choses comme ça. Casse, si vous voulez. Et c'est un film qui est censé se passer à Londres et qui a été tourné à Paris, parce qu'il ne pouvait pas tourner à Londres avec Bardot.
Mais il y a Molinaro a un certain talent. Bien sûr, bien sûr. Une certaine virtuosité, très bon c'est comme De Broca ou d'autres. Donc, oui, exactement. Je trouvais que c'était assez réussi. C'est un film en noir et blanc. Et elle est sexy, mais elle est moins sexy que touchante et qu'amusante. Et ça, c'est intéressant là-dedans parce c'est plus du tout la créature, c'est plus le sex symbole, là. C'est une partenaire et elle s'en sort assez bien. Mais c'est plutôt un ravissant idiot, oui, il y a Perkins, un peu de ça, oui. parce que la ravissante idiote n'est pas si idiote que ça, elle est plus ingénue qu'autre chose. Ouais. Et ensuite, Molinaro aurait pu faire un très bon film, parce que Molinaro, moi je le place assez haut, contrairement à beaucoup de cinéphiles ou de gens qui s'intéressent au cinéma, comme vous, Dominique Borde, que vous aimez aussi, et Philippe de Broca aussi, dans une même... De Broca n'a jamais fait de film avec Bardot non plus. Hein. On l'aurait bien vu faire un film avec Bardot. Oui, il aurait pu, oui. Il aurait pu. Il a eu Marc Keller, il a eu d'autres... Marc Keller, oui, c'est vrai que... Oui, alors évidemment, il y avait certaines actrices qui, à l'époque, bloquaient peut-être la possibilité de tourner avec Bardot. Mais c'est dommage, c'est vrai qu'ils auraient pu faire un bon film ensemble. Oui. Voyez-vous un polar qui pourrait éventuellement, je pense, à la limite... Non, mais parce que, par exemple... En cas de malheur, qui est un roman un peu un polar. Oui, c'est un peu un polar. C'est un roman de Simenon. Et François Guérive, dans son livre sur le cinéma policier français, l'en parle aussi. Donc, mais là, on est à la limite, on est plus dans le film noir que le polar, même s'il y a quand même un ressort qui arrive, je pense, un peu tardivement, criminel. Voilà. Mais oui, sinon, après, oui, effectivement... Elle n'a pas... Elle aurait pu, bon, c'est pas évidemment la qualité première qu'on retient chez Brigitte Bardot, mais elle aurait pu tout à fait faire un polar, hein, même un polar noir même. Ah oui, là, le rôle de la femme fatale, elle est parfaite. Oui, tout à fait. Et ce qui est drôle, c'est qu'en cas de malheur, on en a fait un remake. Ouais. Et c'est pas terrible. C'est Jolivet qui avait fait ça. Alors moi, j'avais rencontré Delon, puis une époque, je connaissais un peu Delon, et je lui ai dit, vous pourriez refaire un remake En cas de malheur, vous reprendriez le rôle de Gabin. Et avec Vanessa Paradis, je ne vois pas d'autres créatures pour succéder à Bardot que Vanessa Paradis à l'époque. Et il m'avait dit, oui, c'est intéressant, etc. Puis finalement, le film a été fait, et c'est pas Vanessa, c'est Virginie Ledoyen qui a repris le rôle face à Lanvin. Ça s'est appelé un coup de cœur ou un truc comme ça, un coup... bon, et ça a donné un film. C'était un remake, mais pas très réussi. Et alors, je vais vous faire rire, parce que quand le film d'Autant Lara est sorti, Alain Delon avait lui-même postulé pour être le personnage de l'amant, qui sera joué par Fernando Interlenghi. Oui, qu'il a retrouvé à la fin. Et puis finalement, ça n'a pas marché, et il a été refoulé. Donc c'est Fernando Interlenghi qui a joué le rôle. Et un jour, Delon m'appelle et me dit, parce que je voulais l'interviewer sur Brigitte Bardot et son amitié pour elle, et donc on a fait l'entretien, puis il me dit, mais tu savais, j'ai failli tourner dans En cas de malheur. Je dis, ah non. Mais comment s'appelait cet acteur-là, italien, qui a joué finalement le rôle? Ah, comment s'appelle-t-il? Je me rappelle plus non plus. Oh là là. Bon, bah, à bientôt, Alain. Au revoir. 30 secondes après. Allô, Arnaud, Alain. Fernando Interlenghi. Et il ajoute, alors ça, c'est assez marrant, il ajoute, ah bah lui, on peut dire qu'il a vraiment pas fait une grande carrière. Et il éclate de rire, content et jaloux, mais content de ne pas que Fernando Interlenghi, qui a joué le rôle En cas de malheur, n'ait pas fait une grande carrière. Alors que quand on regarde la filmographie de Fernando Interlenghi en Italie, il a eu une grande carrière. Oui, il a eu une carrière. Et surtout, le plus drôle, c'est que l'un des derniers films de Belon, L'Ours en peluche, il l'a tourné avec lui. Ah bon? Ben oui. Alors là, oui, c'est incroyable. C'était un échec. C'est pas le dernier, mais c'est parmi les derniers. Il y a eu un crime, les deux derniers avec Deray, et il tournait avec Interlenghi. Attends, ça c'est très drôle, parce que le film a été réalisé au début des années 90, L'Ours en peluche de Deray, et le coup de fil date peut-être 10 ans ou 12 ans après. Et peut-être que Delon ne savait pas que Fernando Interlenghi jouait... C'est Franco Interlenghi. Je ne sais pas pourquoi je dis Fernando. Oui, il n'est pas très connu. Franco Interlenghi. Vous dites comme Delon qu'il n'est pas très connu, mais en Italie, il est très connu. Il est très connu. Et ils se sont retrouvés, d'une certaine manière. Voilà, ils se sont retrouvés, sans le savoir d'ailleurs pour Delon, apparemment. Ah oui, il a oublié. Dans le documentaire film qui est sorti la semaine dernière,
Il y a peut-être certains aspects hors cinéma et hors type humain, Bardot à proprement parler, qui vous a peut-être marqué ou qui vous a peut-être interloqué de ce qu'on connaît de Bardot, parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été faites sur elle. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez pouvoir dire ou manifester alors même que ce film est encore en salle actuellement? Oui. On peut dire une petite chose sur le film, j'en parlais avec Marie-Noël tout à l'heure. Dominique. La productrice est passée dernièrement à CNews pour se plaindre, parce que dans les cinémas, il le passe 2 fois par jour, mais jamais en soirée. Alors on pourrait dire que c'est très injuste, parce que le film mérite d'être passé en soirée. Hein. Voilà. Ça, oui, c'est pour le documentaire. Voilà. Ça veut dire qu'il y a 2 séances. Oui, il n'y a que 2 séances. Oui, effectivement. C'est peu. Oui. Marie-Noël. Et par ailleurs, il paraît qu'à certaines séances, je ne sais pas si c'est dans toutes, moi je l'avais vu en projection de presse, pas dans les salles, qu'il y a des représentants de la Fondation Bardot. Ah. Voilà, qui sont prêts à recevoir les dons. Ce que je trouve assez, c'est bien. assez bien. sympathique, ça prouve que c'est fait pour ça. Elle a fait ce documentaire qui est un documentaire autorisé, on pourrait dire. D'ailleurs, elle y apparaît. Elle a choisi d'être de dos, mais elle parle. Donc c'est un documentaire sous son contrôle. Et il est fait pour servir à sa fondation, une fois de plus. Ce qui est plutôt sympathique, là encore. Elle n'est pas dans la flatterie d'elle-même, jamais. Non. Et ça, je trouve ça étonnant et intéressant. Il faut dire intéressant. aussi qu'elle a été tellement flattée et que ces flatteries ont tellement été parfois difficiles à vivre. Elle a cette intelligence, finalement. Elle a récupéré tout ça, tout cet aspect vraiment négatif, plus que négatif, du star system. Elle l'a récupéré, si on peut dire, transformé, métamorphosé en quelque chose de très positif, de très généreux, et de très personnel. Quand elle dit, dans votre interview précédente, elle dit, c'est une autre chose qui m'avait frappée, qu'elle est partie de rien. Voilà. En pour 73, créer sa elle avait rien. fondation, elle était toute seule. Voilà. Et maintenant, elle est connue et respectée dans le monde entier. En fait, elle était connue dans le monde entier, mais pas respectée. Mais avec sa fondation, elle est repartie de rien et elle est connue et respectée. C'est l'animal qui lui a apporté le respect, en fait. Oui, respectée dans le monde entier. Je trouve quand même ce parcours extrêmement intéressant. Et son honnêteté me parle toujours. Alors, il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais qu'on termine. L'ordre moral un peu puritain, conservateur, gaulliste dans les années 60 s'est abattu sur Brigitte Bardot. Aujourd'hui, un autre ordre moral antiraciste et féministe s'abat sur elle. Finalement, elle a toujours eu les bien-pensants et les puritains contre elle. Oui. Ça en fait aussi une femme entière et une femme cohérente, libre. Oui, libre. C'est ça, mais c'est toujours la liberté. Oui. Ce moment où Dieu créa la femme est sorti, le Vatican avait affiché là pour représenter le diable. C'était donc ça. Et aujourd'hui, elle défend les cathos. Voilà, oui. Mais c'est pas les mêmes, peut-être. C'est pas les mêmes. Pas forcément les mêmes. Je crois qu'il y a un préfet de police qui avait permis qu'on ressorte le film qui s'appelait Maurice Papon, si on peut le dire. Ah oui, carrément. À l'époque. Oui. Il était préfet de police. Mais non, aujourd'hui, on lui en veut plutôt pour son franc-parler. C'est plus son corps, c'est plus l'érotisme qui joue, bien entendu. Non. À 91 ans, mais c'est son franc-parler. Mais il y a une tentative quand même de la part du lobby féministe de la récupérer Bardot, qui, elle, n'a pas du tout envie d'être récupérée par les féministes. Par qui que ce soit. Elle veut être féminine, être femme, mais pas être féministe. Pas féministe. Et elle dit même qu'elle ne l'a jamais été, même à l'époque où on disait qu'elle l'était, et que les uns et les autres se faisaient propagandistes de cette thèse. Oui. Mais c'est vrai, elle a été elle-même, elle n'a jamais fait partie d'un mouvement féministe ou de ces ligues comme ça. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec Brigitte Macron, qui s'est fait attaquer parce qu'elle a osé attaquer les féministes, justement, qui avaient interrompu un spectacle. Bon, ça, c'est pas son genre. Ça, et même dans ses films, elle véhicule pas une image de la féministe, dans ce qu'elle incarne, dans ses personnages. C'est une image de femme très féminine. Mais elle n'a pas de revendication, ne pose pas.
Voilà, elle joue effectivement ce personnage libre, frondeur, rebelle, voilà, instinctif, très animal. Mais il faut pas aller plus loin que ça. Il n'y a pas de message. Elle est au contraire, espèce de elle se laisse guider et, avec toutes les conséquences que ça a dans ses films en tout cas, et ce qui est aussi formidable dans son personnage. Avec Bardot, j'avais écrit ça, avec Bardot, la féminité des années 60 a trouvé son égérie, la tentation une image et des initiales, l'homme rangé un rêve interdit, le collégien un fantasme clé en main, et la midinette un modèle à ne pas suivre mais à imiter. C'est ça, c'est ce qu'elle a été à ce moment-là. Alors aujourd'hui, aujourd'hui il reste une statue, elle a tout de même représenté Marianne, il faut dire qu'elle a été sculptée, donc c'était très loin. Alors il y a même un paradoxe, c'est que finalement, elle n'aurait pas été ce qu'elle a été, et des films dans lesquels elle apparaît nue ou autres, avec des danses endiablées comme celle de Et Dieu créa la femme, etc. Si ces films sortaient aujourd'hui sans qu'elle ait été connue auparavant, beaucoup de féministes hurleraient disant « Oh là, la femme soumise, la femme ceci, la femme cela, etc. On ne peut pas réduire la femme à son corps, etc. etc. » Donc, on voit bien que les modes ne changent pas, finalement. Oui, et puis d'autres actrices s'étaient montrées nues avant elle. C'est pas ce qu'elle montrait, c'est ce qu'elle incarnait. Et aussi la propension de plus en plus importante que prenait son nom, sa carrière, ses films dans la société. Oui. Elle était, puisque justement, tout le monde lui en voulait à un certain moment. Quand Bardot passait dans la rue, parce qu'il lui arrivait même passer dans la rue, c'était l'effervescence, c'était la révolution, quoi. C'est ce qu'elle a représenté, ce qui l'a sans doute beaucoup fait souffrir. Oui. Moi, je l'ai interviewée pour Bouvard-Voltaire. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait de la récupération des féministes. Elle m'a répondu « Les féministes sont des mal baisés ». Bon, au moins, c'est clair, net et précis. C'est du Brigitte Bardot. Qui n'était pas son cas. Certainement pas. Est-ce que vous avez des choses à dire sur aujourd'hui comment va être considérée Brigitte Bardot par ceux qui ont tendance à ne pas la voir comme nous, c'est-à-dire à la voir essentiellement comme une peste, une méchante, une hargneuse, une haineuse? Est-ce qu'elle ne vous paraît pas au contraire être le symbole même de cette liberté dont on parlait, de fraîcheur, et non d'une aigrie ou d'une amère ou d'une misanthrope telle qu'elle est décrite par beaucoup de médias et par une certaine intelligentsia qui veut absolument taper sur Bardot parce qu'elle a des paroles malséantes sur un certain nombre de sociétés. Non, il restera une image, un symbole, et puis ces films, même les meilleurs, non, je crois que ça restera. Elle a été, c'est unique, je le répète encore une fois, mais dans le cinéma français, il n'y a pas eu d'autres exemples. Et il n'y en aura pas. Et apparemment, il n'y en aura pas. Parce que, à part il n'y aura pas un autre Delon, il n'y aura pas une autre Bardot. Donc ça, c'est la même chose. Donc ça reste, non, elle restera une égérie, mais une égérie qui dure et qui a parfois choqué, mais quelqu'un qui avait son enfant parler, l'expression même de la liberté, qui passe parfois par la perversité, mais c'est ça la liberté aussi. Et elle pourrait faire sienne l'axiome la vérité vous rendra libre. Et en l'occurrence, ça lui va bien. Marie-Noël, tranchant. Oui, on ne peut pas la fixer dans une image, justement. Encore moins la faire tenir sous une étiquette, parce qu'elle est la danse, parce qu'elle est le mouvement. Ça va avec... Et donc, c'est ça que j'ai apprécié dans le documentaire, c'est de nous montrer le mouvement de sa vie. C'est pas un moment, on ne peut pas l'arrêter. Avec une cohérence du début à la fin, malgré tout. Une entièreté, une cohérence parce qu'il y a une recherche de consistance, que les choses soient vraies et justes. En fait, c'est l'un et le multiple, à la fois une et multiple à la fois. Mais j'aime beaucoup ce sens du mouvement. On ne peut pas l'enfermer, la figer, la fixer dans une image, encore moins dans un slogan, évidemment. Oui. Philippe-Henri Rambaud, qu'est-ce que vous retiendriez pour terminer de cette star française, très française, mais aussi planétaire, qui aujourd'hui encore émeut des millions de personnes? Elle a vraiment créé, c'est ça, comme vous disiez, Dominique Borde, quelque chose d'unique dans le cinéma français, où son image a totalement dépassé le cadre de la caméra. Et elle a été toujours, droite dans ses bottes jusqu'au bout, quoi. Elle est restée entière. Et
Et parfois, on peut en vouloir un peu à certains producteurs de n'avoir finalement s'être cantonné qu'à cette image. Et j'ai envie de citer Gainsbourg qui disait, alors c'était après La Vérité, mais il disait son destin cinématographique est dû au producteur qui la voyait sensuelle et champagnisée. Il pensait que c'était ce qu'attendait le public. Pourtant, quand Clouzot lui a serré la vis, il en a sorti quelque chose d'intense. Voilà. Et c'est vrai qu'elle a une intensité voilà, qui émane dans certaines de ses prestations et qui restera aussi. Elle a été une grande comédienne. Voilà. Elle a été. On l'a reconnue après. Quoi. Voilà. Mais alors, un détail. Une présence. Une présence. Elle a joué une pièce de théâtre. Une pièce d'Anouilh à ses débuts. Ah oui. Et François Gauthier du Figaro, à l'époque, qui était le grand maître de la critique théâtrale, en avait dit du bien. Donc on l'avait remarqué au théâtre. Elle aurait pu. C'était en quelle année ça, enfin, à peu près. J'ai plus le titre en tête, mais c'était une pièce d'Anouilh. Et c'est en quelle année c'est le début, quoi. Dans les années 50, début avant les années 60, je crois. Avant Et Dieu crée la femme, peut-être même. Ah oui, avant Et Dieu crée la femme. Ah oui, elle était très jeune et très timide, mais elle s'en était bien sortie. Alors vous disiez, Philippe-Henri Rambaud, droite dans ses bottes. Je pense immédiatement à un film dont on n'a pas parlé, c'est Shalako, le western avec Sean Connery et Bardot. Elle a, je crois pas, elle a pas un mauvais souvenir du film. Vous l'avez vu, vous, Dominique Borde ? Oui, mais alors j'en ai aucun souvenir. Aucun souvenir. Ça a été un four, ça a été critiqué, ça a été laminé. Sean Connery, Brigitte Bardot dans le même film. Oui. Ce qui est drôle, c'est qu'elle a refusé des rôles importants. Elle a refusé l'affaire Thomas Crown. Elle a refusé un James Bond. Elle a refusé des tas de choses parfois. Parce qu'elle ne parlait pas l'anglais, mais c'est dommage, pour l'affaire Thomas Crown, bon. C'est Faye Dunaway qui a eu le rôle, mais bon, on peut imaginer. Et plus tard, René Russo dans le remake avec qui est moins Pierce bon Brosnan. que le premier. Oui, et moins bon quand même. Ouais, un peu moins bon. Mais pas mal, très quand même. très bon réalisateur, John McTiernan. Excellent, mais le premier Thomas Crown a un charme fou. Oui. Mais puis la musique de à votre avis, quelle est la raison pour laquelle, à part ce film Shalako, raison pour laquelle Bardot n'a pas été aux États-Unis considérée comme une actrice à part entière ? Est-ce qu'il y a eu un blocage, comme beaucoup d'ailleurs de stars et de comédiens français qui n'ont pas réussi aux États-Unis, qui sont vite revenus en France ? Gabin n'a pas voulu non plus aller aux ou Alain États-Unis, Delon qui est très peu resté de temps aussi à Hollywood, et d'autres encore. Bardot, apparemment, et Hollywood, ça ne coïncidait pas. Moi, ce qu'il a arrêté, c'est la langue. Ouais. Elle était mal à l'aise avec la langue, on peut se comprendre. Voilà, je crois que c'est ça. Enfin, peut-être aussi de l'univers... et peut-être un univers cinématographique qui n'était pas le sien. Oui. Elle était française, sinon elle était très française. Voilà. Très française. C'est ça. Une femme française. Les Américains, pour qu'ils reconnaissent il faut tourner chez eux, il faut faire toute sa place chez eux. Ils ne reconnaissent pas sinon à côté. Donc elle était extrêmement française en fait, et donc ça n'a pas marché. Les seuls qui ont réussi aux États-Unis, c'est Charles Boyer et Louis Jourdan. Et encore, Depardieu. à des degrés. Tu as marché aussi. Maurice Chevalier aussi. Maurice Chevalier, non, il y en a eu d'autres. Mais Gabin a toujours refusé de partir aux États-Unis, alors il aurait très bien pu. Merci Dominique Borde, merci Marie-Noëlle Tranchant, merci Philippe-Henri Rambaud. On se retrouve pour notre part le 25 décembre, le jour de Noël, en direct, pour une émission consacrée à un second rôle de premier ordre, Bernard Blier. Et puis vous, Philippe-Henri Rambaud, vous animerez l'émission dans un mois, dans 4 semaines pile, et vous aurez l'occasion par conséquent de devenir le patron du Libre Journal du Cinéma. Oh là, que de responsabilité. Merci Marie-Noëlle Tranchant, merci Dominique Borde, merci Philippe-Henri Rambaud, et chers auditeurs, au 25.